en moins, ce sont les actions peut-être qui ont été toujours plus violentes. Oui, et puis en plus, c'est des chiffres que vous donnez au niveau national. Donc, est-ce que dans sa ville à lui, il n'a pas vécu un enfer, comme c'est le cas Oui. de Vincent Jeanbrun à Aix-les-Roses? Voilà. Je pense que toutes les zones sont difficiles et toutes les zones sont inacceptables. Le point essentiel, c'est quelle doctrine vous voulez mettre en place. La doctrine qu'on doit mettre en place, c'est de rétablir l'ordre, quoi qu'il en coûte. Et contrairement à des phrases maladroites qui ont pu être tenues par différents responsables politiques, l'objectif, et c'est ce qu'a montré Gérald Darmanin lors des différentes nuits, c'est que ce qui marche, c'est mettre des forces de l'ordre et tenir un discours de fermeté. Les discours de l'excuse, les autres discours de loser, d'apaisement, etc., ça ne fonctionne pas. Les jeunes délinquants ne comprennent que la fermeté. Tout simplement, il faut expliquer d'où ils viennent. Ce sont des pays spécifiques. Moi-même, étant d'origine immigrée, je sais comment ça fonctionne. Et toutes les personnes d'origine immigrée vous diront la même chose à travers le discours que leur tiennent les parents. Ils diront, au bled, vous n'avez pas le droit de faire ça. Au bled, vous auriez fait ça, vous y êtes déjà tiré dessus. Et donc, dans la loi du plus fort, ils ne comprennent que l'ordre. Et c'est tous les discours d'ordre qui fonctionnent. C'est pas étonnant que depuis que Gérald Darmanin a mis 45 000 policiers, a sorti le GIGN, a sorti le RAID, vous avez moins de personnes qui veulent se montrer dehors et vouloir affronter les forces de l'ordre. C'est quand même pas pareil d'affronter des policiers municipaux que d'affronter le RAID ou le GIGN pour les jeunes délinquants et pour les jeunes caïds. Donc ensuite, après, on a un sujet essentiel. Une fois qu'on a tenu ça comme discours, est-ce que ça fonctionne concrètement et est-ce qu'il faudra aller beaucoup plus loin pour répondre au maire de Neuilly, pour notamment faire en sorte qu'il y ait zéro émeute, zéro interpellation en France? Pour l'instant, on voit que les effectifs fonctionnent et mettre des effectifs supplémentaires fonctionnera. Seulement les effectifs, les 45 000, vous ne pouvez pas les mettre tous les jours. Donc, comment on va faire pour les remplacer? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des moyens supplémentaires? Est-ce qu'il ne faut pas activer l'état d'urgence? Est-ce qu'il ne faut pas mettre notamment l'armée pour résoudre quelques points de tension, pour pouvoir libérer les forces de l'ordre, pour pouvoir interpeller plus de délinquants? Si vous interpellez plus de délinquants, ça fait moins de délinquants pour les nuits suivantes. Qui était clairement franchi, William Tay. Comment répondre à cette escalade? Ces maires visés, ce n'est pas le seul. On le disait, 220 maires qui vont être reçus par le président de la République. Qu'est-ce que ça révèle, cette escalade contre les élus? Dans le contexte de ces émeutes, il y en a eu avant aussi. Quand vous regardez depuis le début des émeutes, quels sont les bâtiments et les personnes qui ont été visées? Les élus, les maires, les pompiers, les policiers, les médiathèques, les mairies. C'est que des biens de services publics et que des biens de personnes qui travaillent pour la République française. Après, vous avez des magasins, donc là, ils ont fait leur cours, c'est un autre sujet. Donc sur ces personnes-là et sur les bâtiments qui sont visés, ils ont exprimé une haine de la France et du système de la République française, tout simplement. Donc vous avez des personnes qui sont français, ou qui sont d'origine étrangère, mais qui sont français, voire des Français aussi, et qui s'attaquent à la France. Tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le système français, ils ne se reconnaissent pas dans notre carcan de valeurs, ils ne se reconnaissent pas dans notre système, ils ne se reconnaissent pas dans notre constitution, ils ne se reconnaissent pas dans notre règles et dans notre système méritocratique. Ils considèrent qu'il faut abattre notre système, qu'il faut abattre notre système de valeurs. C'est un peu le même système que nous avons rencontré lors des attentats du 13 novembre 2015. Ils veulent combattre tout ce que représente l'autorité de l'État et sont prêts à le battre pour différentes raisons. Il y a les points où ce sont des racailles et ils considèrent que c'est leur territoire. Et donc, il faut abattre les personnes qui tiennent ce territoire. La police, les pompiers, les élus, etc. Vous avez d'autres personnes qui veulent s'attaquer parce que les maires n'ont pas été conciliants par rapport à leurs demandes au niveau local, etc. Ça, c'est un autre point. Et vous avez un dernier point, ce sont des personnes qui se font embrigader parce qu'ils suivent le leader local et ils se disent, pour faire cool, on va suivre. Ils n'ont pas le même système de valeurs, de bien et de mal que nous. C'est pour ça qu'on a un véritable problème dans ces quartiers. Il n'y a pas un seul problème, il n'y a pas une seule raison. Il y a un ensemble de raisons qui font qu'on en est arrivé là. Sinon, vous n'arrivez pas à 1300 interpellés en une nuit. Vous n'arrivez pas à des tas de villes qui subissent des pillages, des vols ou des endroits qui sont brûlés. Vous avez des femmes qui se sont retrouvées devant en disant « Mais comment ça se fait qu'ils brûlent une école auquel ils vont ?» Lorsque vous interrogez les proviseurs d'école et qui sont été sur le niveau local, ils savent qui sont les personnes qui sont là. Ce sont des personnes entre 12 et 17 ans qui se sont mis à brûler des voitures, à tenter d'assassiner des gens. Lorsque vous regardez les vidéos qui sont faites, ils disent « tuer le maire, tuer le maire ». On n'est pas sur tenter de l'assassiner, on est sur tuer le maire. Et donc comment on fait pour ensuite rééduquer ces personnes-là et pouvoir les réintégrer dans notre système dans la mesure où ils sont français et doivent s'intégrer dans la République française? Pierre Henriot, selon vous, qui pourrait sonner comme une sorte de réveil, en tout cas un symbole fort? Ça peut conduire à un éveil de conscience de beaucoup de personnes, parce que quand vous parlez d'élus agressés, c'est protéiforme. Il n'y a pas uniquement une forme d'élu agressé. Il y a des élus qui subissent des incivilités de la part de leurs propres administrés. Oui. Parce que parfois, vous demandez un permis de construire, vous demandez un logement, vous demandez une place en crèche, le maire ne vous répond pas. Bon, ce qui était l'habitude
on faisait appel, maintenant on le réprimande assez verbalement, voire on l'attrape, on le cogne, si par cas on habite dans certains types de communes. Donc ce type d'appel peut conduire à un réveil des consciences d'une partie des habitants en se disant le maire est unique, donc ça permet d'éveiller des débats, notamment sur la place du maire, le fait qu'il peut y démissionner, etc. Ensuite, après, moi je pense que malgré tout, au vu des enjeux que nous affrontons actuellement, c'est pas l'idée qui permettra de pouvoir retourner la situation. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous vivez le cas de Vincent Jeanbrun, vous avez un véhicule des jeunes qui ont lancé un véhicule, qui ont envie de le brûler, donc de brûler la maison, de brûler du maire et de sa famille. Bon, c'est pas avec un rassemblement que ces jeunes-là vont avoir un réveil de conscience en se disant « Ah voilà, il y a un réveil de conscience, demain on va arrêter de brûler des bagnoles, on va arrêter de viser des maires ». Non, ce qui fonctionne, c'est de nommer les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on met un appel au rassemblement, on essaie de diminuer, on se dit il n'y a pas d'acte si violent que ça. C'est-à-dire qu'avec un simple rassemblement, tout le monde peut se réunir. Non, il y a eu un acte de barbarie. Voilà, il faut le nommer clairement. C'est-à-dire que ces gens-là, ce sont des barbares. Lorsque vous envoyez une bagnole contre une famille, des jeunes enfants, est-ce que vous souhaitez encore partager le même sens du bien et du mal que nous ? Donc, il faut opérer des solutions qui sont beaucoup plus fortes. La première, c'est de restaurer l'ordre dans ce pays. La deuxième, c'est de réfléchir à la situation des banlieues. Pendant trop longtemps, on a tenu le même discours d'apaisement, de culture de l'excuse en disant ce sont des pauvres jeunes qui ont été martyrisés, qui ont subi l'esprit de la colonisation, qui sont pauvres, etc. Ce qui ne les a pas aidés. Ce qui ne les a pas aidés, et surtout, c'est faux, parce que si vous prenez uniquement le revenu social, dans ce cas-là, vous aurez des taux de criminalité records dans la Creuse, dans la Corrèze, etc. Or, ce n'est pas vrai. La Seine-Saint-Denis est l'un des 15 départements les plus riches de France et pourtant, il atteint des niveaux records de criminalité. Et l'exemple que nous avons connu ces dernières semaines rejoint ce point-là. Le point essentiel, c'est reprendre le contrôle des territoires pour dire à ces jeunes: nous, la République française, sait être ferme et sait être juste avec vous. Elle sera ferme en restaurant l'ordre, en permettant aux habitants de ces quartiers de se développer correctement et de suivre le modèle républicain. Si vous respectez l'ordre, si vous faites des études, si vous respectez les consignes, à ce moment-là, vous serez servi. Si par cas vous voulez faire les caïds, faire les malins, etc., vous allez finir vos jours derrière les prisons, derrière les barreaux, et à ce moment-là, la justice saura être ferme. Jean-Michel Fauvergue, non, le problème, c'est qu'il n'a pas grand-chose à dire. La dernière fois qu'il a pris la parole, c'était pour... il a pris 2 fois la parole depuis le début de la crise. La première fois, c'était pour dire que... pour dénoncer les forces de l'ordre, pour dire que le policier en question avait commis un acte inexcusable et indéfendable. Juste après avoir dit que la justice... On mépris la séparation des pouvoirs. Bah oui, c'est ça le problème essentiel. Ça a pu accentuer la crise qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que lorsqu'il intervient, beaucoup de Français, notamment beaucoup de forces de l'ordre, je pense, doivent considérer un peu qu'il est pompier pyromane. Et donc, à minima, il aurait dû revenir sur ses propos pour ne pas accabler le policier. Parce que lorsque vous regardez la série d'événements, la première nuit d'émeute, ça arrive le soir où Emmanuel Macron lâche le policier en question. Et c'est à ce moment-là, il a ouvert la brèche parce que beaucoup de gens, beaucoup d'émeutiers se sont dit: l'autorité de l'État est faible, on va s'engouffrer dedans, on va foutre le bordel dans le pays. C'est ça le premier point. Ensuite, après, le reste de la séquence, le reste de la communication et le reste de la gestion des émeutes a été beaucoup mieux géré, notamment parce que Gérald Darmanin a permis un changement de stratégie basé sur l'augmentation des forces de l'ordre et la fermeté. C'est-à-dire que le premier discours basé sur la culture de l'excuse, en gros dire c'est pas de notre faute, etc., le discours culpabilisateur qui est souvent tenu par Emmanuel Macron n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est le discours de fermeté. Mais là, vous demandez, est-ce qu'il peut prendre la parole pour dire quoi ? On va mettre encore plus d'ordre, mais est-ce qu'il va pouvoir résoudre encore plus d'ordre ? Est-ce qu'il a des moyens d'effectifs supplémentaires ? Est-ce qu'il va activer des leviers supplémentaires comme l'état d'urgence, le couvre-feu, voire envoyer l'armée ? Est-ce qu'il est prêt à toutes les mesures et pour faire en sorte que l'ordre soit rétabli quoi qu'il en coûte ? Il a déclaré la guerre à un virus, puis après il a déclaré quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'il est prêt à ce que l'ordre se rétablisse quoi qu'il en coûte ? Et est-ce qu'il est prêt à payer le prix et tous les prix possibles ? Yohann Usaï, parlons donc des actions que devrait faire l'État finalement pour remettre un petit peu d'ordre dans le pays et dans ces quartiers réputés et dits difficiles. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment une question de moyens et pas davantage une question de mentalité, d'état d'esprit et de changement d'idéologie, même au fond, pour la justice notamment? Bah oui, mais je pense que le discours, quand on dit qu'on n'a rien fait pour les banlieues, c'est pas vrai. Depuis l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1980, on a déversé des milliards d'euros dans les banlieues. On a toujours tenu le même logiciel. On a dit s'il y avait des problèmes dans les banlieues, c'est parce que les gens provenant essentiellement de l'immigration avaient une double culture de l'excuse. Une part en raison de leur origine ethnique et l'autre part en raison de leur origine sociale. Et donc, en conséquence, comme c'était le nouveau prolétariat de la gauche, il fallait leur donner beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'argent.
Au final, lorsque vous faites les comptes, vous voyez que l'argent public, donc l'argent du contribuable, a augmenté chaque année, et pour autant la criminalité n'a pas baissé, voire même elle a augmenté. Et pourtant, lorsque vous regardez cette situation, lorsque vous habitez en banlieue, vous bénéficiez d'avantages exceptionnels. Le premier, c'est que vous avez une concentration énorme des pouvoirs publics dessus. C'est-à-dire que la péréquation, tous les plans de la ville, toutes les aides, etc., toutes les aides de métropole, etc., sont concentrées sur les banlieues essentiellement parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, on fait un nouveau chèque pour les banlieues. Le deuxième point, c'est que ces banlieues sont dans des métropoles, c'est-à-dire qu'ils sont des endroits de création de richesse. Lorsque vous habitez en Seine-Saint-Denis, comme je l'ai dit, vous êtes le 15e département le plus riche de France. Donc c'est très loin d'être un département pauvre. Vous avez de l'argent. C'est une question de prospérité et d'utilité pour ses habitants et de comment ils vont faire. Et le sujet essentiel, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas une question de comment en faire, c'est une question de courage politique. Le discours a été tenu à partir de 2005 sur la question du Karcher. Pour pouvoir reprendre le contrôle des banlieues, il faut nettoyer les banlieues, il faut reprendre le contrôle des banlieues. Actuellement, mais vous faites comment très concrètement? Non, mais je vais y arriver. C'est-à-dire qu'actuellement, ce sont les trafiquants de drogue, les caïds, les racailles et les grands frères qui tiennent les banlieues. C'est eux qui décident de ce qui se passe, c'est eux qui décident du modèle attractif. Et donc, lorsque vous êtes un jeune, vous préférez le modèle facile que le modèle républicain. Pour pouvoir le reprendre, vous avez plusieurs sujets. Un, combattre le trafic de drogue. Donc ça supposera non pas un plan qui se fera en un an, c'est un plan qui se fera en plusieurs années, lutter contre le trafic de drogue pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de poches de trafic de drogue, comme l'ont fait éventuellement d'autres pays qui se sont ciblés dessus, comme les Américains, etc. Ça pose plusieurs questions. L'autre point, c'est de pouvoir reprendre le contrôle. Je pense qu'il faut mettre en place une nouvelle mesure qu'on n'a pas mise en place. C'est ce qu'on appelle l'état d'urgence localisé. Actuellement, vous avez ce qu'on appelle un état d'urgence national qui permet de prendre des mesures d'exception. Si vous mettez en place un état d'urgence localisé, type dans les quartiers nord de Marseille, c'est-à-dire que vous donnez aux policiers des moyens exorbitants du droit commun pour nettoyer et faire les quartiers. Je prends un exemple. Le président le plus mou de l'histoire de la Ve République, c'était François Hollande. En une nuit, la nuit du 13 novembre 2015, avec l'état d'urgence, il a permis d'arrêter 5000 armes à feu, Kalachnikov, etc. Si le président le plus mou de l'histoire est capable de le faire, pourquoi est-ce qu'un autre pouvoir n'est pas capable de le faire dans la situation adéquate? Et une fois que vous avez repris le contrôle, là, vous pouvez parler de reconstruction et de faire en sorte de mettre d'autres politiques comme l'éducation, etc. Mais tant que vous ne remettez pas le contrôle, n'espérez pas que ce soit. Et tout l'argent que vous dépensez, c'est l'argent perdu. Jean-Michel Fauvergue, mais avant William Tay, vous parleriez effectivement de guérilla urbaine. C'est ce que la France a traversé ces derniers jours, ces 5 dernières nuits? Oui, pour l'instant, c'est des guérillas urbaines. Après, il faut rester prudent. Il faut savoir comment ça évolue dans les jours à venir. Parce que moi, j'en vois certains qui utilisent le mot de guerre civile. Mais si par cas, vous êtes dans une guerre civile et qu'il y a 0 mort ou très peu, ça ne doit pas être la guerre la plus meurtrière de tous les temps. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention aux mots. On a déjà connu des épisodes qui étaient difficiles. On a déjà connu des épisodes qui étaient vraiment difficiles. Il y a une guerre aux portes de frontières de l'Europe. Donc ceux qui essayent d'attiser un peu en parlant de guerre civile, moi, je trouve que ce n'est pas adapté. Là où je suis d'accord avec Jean-Michel Fauvergue, c'est que c'est vraiment des guerres urbaines. C'est-à-dire qu'il y avait des guet-apens, il y avait des personnes qui ont voulu en découdre avec les forces de l'ordre. Moi, ce qui me surprend, si par cas on reste sur cette situation, c'est qu'il y ait 0 mort du côté de la police. Donc, il y a un sujet essentiel, c'est que, nos forces de l'ordre savent se protéger, parce que lorsque vous preniez les témoignages que vous avez diffusés, l'ensemble des témoignages qui ont été diffusés, de policiers ou de syndicats de policiers, c'est qu'il y avait véritablement une intention d'en découdre avec les policiers et avec les élus. Et c'est un miracle qu'on s'en soit arrivé là. Lorsqu'on prend les élus... Il n'y a pas eu de mort des deux côtés. Non, mais des deux côtés. Oui, mais les deux côtés, c'est-à-dire que les forces de l'ordre ont reculé et ont été professionnelles. Parce que de l'autre côté, il y avait clairement une intention de vouloir tuer des forces de l'ordre, de vouloir tuer des maires. Lorsque vous prenez les bandes son contre le maire de Sannois, contre Vincent Jeanbrun et contre les forces de l'ordre. Donc les forces de l'ordre ont été professionnelles. C'est-à-dire que lorsqu'on dit oui, les forces de l'ordre ne savent pas, etc., gérer le stress, en écoutant Jean-Luc Mélenchon, sont des meurtriers en puissance, dans un contexte actuel, sous période de grands tests psychologiques, etc., ils ont montré un très grand professionnalisme. Vraisemblablement, on peut se féliciter pour l'instant qu'on a peut-être les meilleures forces de l'ordre d'Europe, contrairement à ce que se disent les tocards de la France insoumise. Effectivement, ça reste compliqué pour tous ces commerçants. C'est que les commerçants, à chaque fois, sont les principaux touchés, parce que lorsqu'on prend le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puis le second, les commerçants étaient en première ligne lors des mobilisations sociales. On pense aux Gilets jaunes, auxquels tous les samedis, les commerçants ont dû trinquer. Il y a eu une petite pause pour la crise sanitaire, parce que tout le monde était enfermé. Mais ils ont quand même trinqué, aidé, mais trinqué. Voilà. Ils ont trinqué, du coup, pour des autres raisons. Pour les différentes réformes des retraites, ils ont trinqué aussi. Et là, actuellement, ils trinquent. On ne peut pas dire que les commerces ont prospéré avec Emmanuel Macron. En tout cas, je ne pense pas qu'ils en aient un bon souvenir. Le point essentiel maintenant, c'est de savoir qui va payer les dégâts de ça. Ouais. La première réflexion, c'est
les commerçants ont été traumatisés. Moi, j'ai entendu beaucoup de messages, on m'a envoyé beaucoup de messages. Mes parents sont commerçants, ma famille, il y a beaucoup de commerçants. Beaucoup de commerçants ont été traumatisés et ont dormi dans leur propre commerce pour le protéger. Donc ça démontre quand même quelque chose. C'est-à-dire que des commerçants n'avaient plus confiance en l'État pour protéger leur propre commerce, mais ont essayé de les protéger eux-mêmes. Le deuxième point, c'est qui va payer cette crise ? Toujours les mêmes. Ça va être les commerçants qui vont payer cette crise. Donc les commerçants sont les doubles perdants dans cette affaire, parce que la pression fiscale qui va être liée aux annonces, on peut imaginer que, d'une part, il faudra rembourser tous les dégâts qui ont été causés. Il n'est pas exclu non plus qu'on adopte une réponse politique à cette crise, c'est-à-dire un nouveau plan banlieue qui appelle à des milliards supplémentaires qui soient déversés. Donc tout cet argent va être payé par quelqu'un. Et toujours le même, les pigeons, donc c'est-à-dire les commerçants et la classe moyenne qui trinque toujours dans le modèle français. Pas assez riches pour pouvoir bénéficier d'optimisation fiscale ou de cadeaux, et pas assez pauvres pour pouvoir être aidés par l'État. C'est toujours les mêmes qui paient, et je pense qu'il peut y avoir une révolte fiscale dans les prochaines années, dans la mesure où la pression fiscale est maximale et que les bénéfices qui sont attendus sont très faibles pour eux.